Ok, donc on avait terminé la dernière fois sur le chapitre donc de l'électricité. On avait bouclé en terminant sur les résistances. On a vu à quoi servaient les résistances, la loi qui reliait tension, intensité et la résistance des appareils électriques, et la conversion d'énergie qui s'opérait à ce moment-là. L'énergie électrique était convertie en chaleur parce que les résistances chauffaient. D'accord ? Donc ça boucle la partie électricité. Alors il nous reste pour le mois de juin un chapitre, enfin plutôt deux chapitres qui sont assez liés, c'est la propagation des ondes, les ondes à la fois sonores et à la fois lumineuses. Et on va attaquer donc avec ce chapitre-là qu'on appelle chapitre sur la lumière. D'accord ? Donc notez ça dans le cahier. Sur une nouvelle page, chapitre, on va s'intéresser un peu aux ondes lumineuses et on va essayer de compléter un peu ce qu'on a vu l'année dernière. Parce que oui, on a vu des choses effectivement l'année dernière. Pour rappel, donc si jamais vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas, vos camarades de 5e sont en plein dans cette thématique-là. On a vu, concernant la lumière, deux choses. Le mécanisme de la vision, c'est-à-dire que vous aviez deux types de choses. Vous aviez des objets qui n'émettaient pas de lumière, qu'on appelle les objets diffusants. Par exemple, un œil, ce que je suis en train de dessiner là. Et vous avez les sources primaires qui émettent de la lumière, par exemple le soleil. Pour rappel, pour voir un objet, il faut que les rayons lumineux qui sont issus de la source lumineuse et qui se propagent en ligne droite, c'est à peu près droit, frappent l'objet, puis va diffuser les rayons jusqu'à l'œil. D'accord ? Ça frappe l'objet, puis ça diffuse jusqu'à l'œil. Ça rebondit. Alors, on fait attention, ça rebondit bien. C'est assez mal dessiné par rapport à ce que je fais là. Pourtant, je suis à la souris. Et donc, c'est lorsque les rayons atteignent l'œil que l'œil va pouvoir analyser les rayons lumineux qu'on obtient et donc voir l'objet en face de lui. Sachant que lorsque les objets sont opaques, on n'oublie pas qu'on a une zone d'ombre qui est créée avec la zone d'ombre propre, la partie qui n'est pas éclairée, le cône d'ombre qui est la partie de l'espace qui ne reçoit pas de lumière, et l'ombre propre qui est l'ombre projetée, qui est celle qui apparaît sur un écran. D'accord ? Donc ça, c'est le mécanisme de la vision. Avec une particularité, n'oubliez pas, si un seul de ces rayons ne respecte pas son bon trajet, là par exemple, les rayons issus de l'objet ne vont pas atteindre, les rayons issus de la source primaire ne vont pas atteindre l'objet, pas de rayon, pas de vision. D'accord ? On n'oublie pas ça. Maintenant, il y a deux choses. On va essayer de s'intéresser à deux choses pour essayer de compléter donc ce qu'on a vu. Tout ça, c'est des rappels de ce qu'on a vu l'année dernière. Et on va compléter ça sur deux choses. La première, c'est le déplacement. Le déplacement, ça s'opère comment ? Ça s'opère en ligne droite, oui. Et à quelle vitesse ? C'est ça qui va nous intéresser. Et deuxièmement, ce rayon-là, il y a quoi à l'intérieur ? Il est composé de quoi ? Il est constitué de quoi ? D'accord ? Ces deux choses sont relativement importantes parce qu'elles vont permettre de connaître, d'avoir une utilisation précise de la lumière, notamment dans plusieurs choses, par exemple les fibres optiques, encore les radiographies. On verra ça en temps et en heure. Et donc, nous, on va commencer avec une petite activité du livre. On va faire un peu d'histoire des sciences. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, là, notamment sur la lumière, on s'est intéressé à la lumière, notamment à son déplacement, et on va voir quelles conclusions on a pu tirer de ça. D'accord ? Donc vous avez ici une petite bande dessinée avec une petite introduction qu'il faudra lire. N'oubliez pas, trop souvent vous regardez que la photo, vous oubliez le titre. D'accord ? Qui relate en fait le raisonnement qu'on a eu sur le déplacement de la lumière. D'accord ? Sachant que justement, on verra un peu cette histoire de limite, je vous en parlerai à la fin. Ok ? Comme d'habitude, si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et attaquer les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? 10-12 minutes, les informations sont dans les documents, à vous d'essayer de les lire et d'essayer de les interpréter. D'accord ? Si vous voyez relativement mal, je vous mettrai, le livre en ligne est toujours disponible, je vous mettrai la page dans la description. D'accord ? Vous pourrez avoir en qualité normale. Ok ? Et si jamais vous avez du mal, n'hésitez pas, je vais faire l'explication question par question. Vous retrouvez l'explication d'une question particulière dans le timecode dans la description. Et nous, on est parti, sachant que je vais aller relativement vite sur certaines questions, c'est dans les documents.
Par exemple, la première, qui a le premier tenté Qui a le premier tenté de déterminer la vitesse de la lumière? Quel a été le premier scientifique à travailler sur la vitesse de la lumière? D'accord? En essayant d'expliquer un peu son expérience. Trouver le nom de la première personne qui a travaillé sur la vitesse de la lumière, c'est pas hyper compliqué, mais comment il a fait, c'est un peu plus intéressant. D'accord? Document, c'est marqué. À vous d'essayer de le lire et de le trouver. Je ne peux pas vous en dire plus. Deuxième question. La vitesse de la lumière varie-t-elle selon les milieux? C'est-à-dire, si je change d'endroit, si je change d'environnement, est-ce que la vitesse de la lumière change? Est-ce qu'il y a un scientifique qui a mis ça en évidence? Qui a mis en évidence que ça ne change pas ou qui a mis en évidence que ça change? À vous d'essayer de trouver. Qui a dit quoi? D'accord? Pareil, question document. Ok? Troisième question. Quelle formule est utilisée pour calculer la vitesse de la lumière? Alors celle-là, elle est dans les documents. Donc quelle est la formule qu'on a utilisée pour calculer la vitesse? Mais même si elle n'était pas marquée, normalement, vous la connaissez. On l'a déjà utilisée, cette formule-là, quand on a fait un peu d'études de mécanique. D'accord? Donc, à vous de noter simplement la formule qui a été utilisée pour calculer la vitesse de la lumière. Ok? Quatrième question, donc. Calcule le temps mis par la lumière pour effectuer l'aller-retour entre les lanternes de Galilée et son élève. Alors là, il va falloir, c'est un peu technique. C'est pas exactement une question de document, c'est une question de calcul. Donc, calculer le temps mis par la lumière pour effectuer son aller-retour. Là, il va falloir utiliser cette formule-là, mais utiliser cette formule-là d'une façon un peu particulière. Et je vous laisse un peu réfléchir, et je ferai bien dans la correction une méthode classique pour utiliser les formules de division et de multiplication avec le petit triangle. À vous d'essayer de réfléchir, hein. Je vous laisse réfléchir comment trouver le temps. D'accord? Sachant que vous connaissez la vitesse, on va utiliser la vitesse qu'a formulée Einstein ici. Et donc la distance qui a été utilisée ici. Donc à vous d'essayer de trouver un moyen de calculer le temps. Un conseil, pour pouvoir trouver la formule, revenez d'abord avec des chiffres simples. D'accord? Essayez de travailler sur des chiffres simples, avant de travailler sur les gros trucs. Là, je ne peux pas vous en dire plus, je vous laisse un peu vous dépatouiller tout seul, comme ça, avec la question 4, sachant que je vous ai dit qu'il faut utiliser cette formule-là. On veut calculer le temps, sachant qu'on a le chiffre de la distance et le chiffre de la vitesse. Je vous laisse réfléchir là-dessus. D'accord? Et d'après vous, donc, si vous avez fait le calcul, question 5, hein, si vous avez fait le calcul, vous pouvez très facilement déduire pourquoi Galilée n'a pas pu déterminer la vitesse de la lumière. Maintenant, si vous n'avez pas fait la question 4, je vous rassure, soyez un peu logique. Pourquoi n'a-t-il pas pu déterminer cette vitesse? Pourquoi il n'a pas pu calculer cette vitesse de la lumière alors que son expérience était intelligente? D'accord? Qu'est-ce qui a été limitant? Ok? Question 6. Alors, quelle valeur approximative retient-on pour la vitesse de la lumière? Et donne ta réponse en mètres par seconde en utilisant la notation scientifique. Alors, je vais relativiser sur la question 6. Hein. La question 6, donc déjà, la première, c'est une question document. Hein, quelle vitesse on va retenir? Et ensuite, on va devoir la convertir en mètres par seconde. Donc, il va falloir faire une conversion de kilomètres par seconde en mètres par seconde. Ça fait peur comme ça, mais finalement, non. Tout simplement parce que vous savez faire cette conversion-là. D'accord? Convertir de kilomètres par seconde en mètres par seconde. Donc, est-ce qu'on a changé le temps? Non. C'est toujours des secondes avant et après. Par contre, il va devoir faire des conversions de kilomètres en mètres. D'accord? Je laisse la notation scientifique pour le moment sous silence. Je vous montrerai qu'est-ce que c'est. Et on verra un peu plus tard si vous l'avez fait en mathématiques ou pas. D'accord? Bon. Je vous laisse un peu vous dépatouiller avec tout ça et on se retrouve pour la vidéo correction. À tout de suite.